Un garçon de 7 ans court dans la rue en pleurant et demande de l'aide à un policier en disant « Il va tuer ma maman ». Lorsque l'agent entre dans la maison, il est choqué par la scène qu'il voit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le lever du soleil d'octobre peignait Cedar Ridge, Montana, de nuances d'ambre et d'or, projetant de longues ombres sur les rues principales et les devantures usées des magasins. L'agent David Mitchell guida sa voiture de patrouille devant Murphy's Hardware où le vieux Jim Murphy disposait déjà son présentoir traditionnel d'équipements de chasse pour la saison à venir. L'air du matin mordait avec la promesse d'un hiver précoce et des volutes de fumée de cheminée parsemaient l'horizon de la petite ville de montagne. David sourit et salua Sarah Collins qui déverrouillait la porte de sa boulangerie. L'odeur du pain frais et des brioches à la cannelle s'échappait par sa fenêtre entr'ouverte, un réconfort familier qui était devenu partie intégrante de sa routine matinale pendant ses 15 années sur le terrain. Cedar Ridge était le genre de ville où tout le monde se connaissait, où les salutations du matin et les vagues amicales faisaient partie de la vie autant que les montagnes environnantes du Montana. Il s'arrêta près de la place de la ville, coupa le moteur pour remplir son journal de patrouille du matin. La place était vide à l'exception de quelques joggeurs matinaux et de Frank Miller promenant son vieux Golden Retriever, Max. L'horloge du palais de justice sonna 8 heures, ses profondes sonneries résonnant dans les rues calmes. C'est alors qu'il l'entendit, le bruit de petits pieds claquant sur le trottoir accompagné de sanglots désespérés. David releva les yeux de ses papiers pour voir un petit garçon courant dans Cedar Street, ses mouvements frénétiques et désordonnés. L'enfant portait un pyjama dépareillé, un pantalon avec une jambe retroussée jusqu'au genou et l'autre traînant sous son pied. Dans ses bras, il serrait un pingouin en peluche usée, sa tissu noir et blanc grisé par l'usure. « S'il vous plaît » cria le garçon d'une voix éraillée, « S'il vous plaît, aidez-moi, il va tuer ma maman. » David sortit de sa voiture avant que le garçon n'atteigne son pare-choc, son café oublié dans le porte-gobelet. S'agenouillant, l'enfant se jeta dans ses bras en tremblant violemment. David le reconnut immédiatement, Tommy Barrett, le fils de Sarah Barrett. Il les avait vus en ville, la discrète infirmière et son garçon, habituellement à la crèmerie après ses gardes à l'hôpital. « Tommy, il faut que tu respires pour moi, mon garçon. » David maintint doucement les épaules du garçon, remarquant le visage ruisselant de larmes et la terreur sauvage dans ses yeux. « Peux-tu me dire ce qui se passe ?» Marcus réussit à articuler Tommy entre deux sanglots, ses doigts s'enfonçant dans le pingouin en peluche. « Il a trouvé le téléphone de maman. » Tommy sanglota, il a crié, il a jeté des choses, maman m'a dit de courir, de trouver de l'aide, tout mon corps tremblait, elle est toujours là avec lui, s'il te plaît, aide-la. L'esprit de David fut alors transporté à un autre matin, il y a 30 ans, lorsqu'il avait 9 ans et se cachait dans son placard alors que la rage de son père secouait leur maison. Le souvenir lui serra la gorge, mais sa voix resta calme et professionnelle. « Tommy, tu as fait exactement ce qu'il fallait, tu es très courageux. » Il actionna sa radio, ses mots nets et urgents. « Ici Mitchell, j'ai besoin de renfort immédiat au 12h42 Maple Drive, violence domestique possible en cours, suspect, Marcus Reynolds, victime, Sarah Barrett, enfant en sécurité avec moi. » La voix de Linda crépita immédiatement en retour. « Bien reçu, Mitchell, unité en route, service d'urgence en route. » David regarda à nouveau Tommy, dont les sanglots s'étaient transformés en hoquets, bien que son étreinte sur le pingouin ne se desserrait pas. « Tommy, je vais aider ta maman, mais d'abord il faut que je t'emmène dans un endroit sûr. Madame Collins est là-bas, dans sa boulangerie, elle prendra soin de toi pendant que je me rends chez toi. » Tommy secoua la tête violemment. « Je dois te montrer ça. La maison bleue avec la clôture blanche, le jardin de maman est devant, dépêche-toi. » Sarah Collins se hâtait déjà de traverser la rue, le visage marqué par l'inquiétude. David prit une décision rapide. « Sarah, appelle Linda au dispatch, demande-lui d'envoyer Ami des services aux victimes à ta boulangerie tout de suite. » Il se tourna vers Tommy. « Je pars maintenant, mon garçon. Madame Collins te gardera en sécurité, ta maman a besoin que j'accélère. » Tommy hocha la tête, laissant Sarah lui passer un bras autour des épaules pendant que David restait debout. Soudain, Tommy saisit sa main. « Le capitaine sait, » murmura-t-il en brandissant le pingouin, « le capitaine a tout vu. » Ces mots envoyèrent un frisson le long de la colonne vertébrale de David. Il serra brièvement la main de Tommy avant de la lâcher et de courir vers sa voiture de patrouille, fonçant en direction de Maple Drive, l'esprit tourmenté par des possibilités dont chacune était pire que la précédente. Le quartier calme défilait devant ses fenêtres.
des maisons soignées avec des pelouses entretenues, des carillons éoliens tintant dans la brise matinale, des poubelles alignées pour la collecte. Il aperçut immédiatement la maison bleue, les roses précieuses de Sarah Barrett fleurissant encore malgré le froid d'automne, leurs pétales rouges éclatant sur la clôture blanche, une façade parfaite. David savait mieux que quiconque combien ces façades pouvaient être trompeuses. Le bruit de verre brisé déchira le calme du matin. David dégaina et s'approcha de la maison, chaque sens en alerte. À travers une fenêtre, il aperçut un mouvement, une femme esquivant le bras levé d'un homme. Sa radio crépitait d'actualité sur l'arrivée des renforts, mais il savait qu'il ne pouvait pas attendre. En se dirigeant vers la porte d'entrée, David adressa une prière silencieuse, non seulement pour Sarah Barrett, mais pour toutes les mères qui s'étaient interposées entre leurs enfants et le danger. Puis il tourna la poignée et le parfait matin d'automne explosa en chaos. La porte d'entrée s'ouvrit sur une scène qui entrait les rêves de David pendant des années, mais à cet instant précis, alors que le verre craquait sous ses bottes et que l'air, épais de tension, semblait le presser, il n'était plus le garçon de 9 ans caché dans un placard. Il était le bouclier entre la violence et sa future victime, et il ne pouvait pas échouer. Sarah Barrett se tenait dans sa cuisine, par un chaud matin de juillet, regardant la lumière danser sur les murs fraîchement peints. La couleur jaune avait été le choix de Tommy, comme le bonheur, avait-il dit, et maintenant elle remplissait l'espace d'une lueur joyeuse qui correspondait à son humeur. Dehors, par la fenêtre ouverte, elle pouvait entendre le rire de Tommy se mêler au rythme des arroseurs, alors qu'il courait dans l'eau pour célébrer le début des vacances d'été. « Tommy, encore 10 minutes et nous devons nous préparer », appela-t-elle en souriant, entendant son grognement exagéré de protestation. Sur le comptoir, son téléphone vibra avec un texto de Marcus. « En retard pour le meeting, je rentre ce soir au lieu de cet après-midi, tu me manques tous les deux. » Les doigts de Sarah hésitèrent sur le clavier avant d'envoyer une réponse rapide. Après 6 mois de mariage, elle s'ajustait encore à partager sa vie, leur vie, avec quelqu'un de nouveau. Marcus Reynolds était arrivé à Cedar Ridge comme un vent frais, apportant avec lui la sophistication de Seattle et des rêves assez grands pour remplir le ciel du Montana. Lorsqu'il avait quitté sa carrière en droit d'entreprise pour la rejoindre dans la vie de petite ville, Sarah s'était sentie à la fois flattée et légèrement terrifiée par l'ampleur de son sacrifice. « Maman, maman, viens voir. » La voix de Tommy la sortit de ses pensées. Elle se rendit sur le porche arrière pour le trouver en train de montrer du doigt un petit crapaud niché dans son jardin d'herbes aromatiques. « On peut le garder ?» demanda-t-il. « Les choses sauvages doivent rester sauvages, chérie, » dit-elle en se penchant à côté de lui, « mais on peut lui faire une belle maison dans le jardin, si tu veux. » Tommy considéra cela, son visage tacheté de taches de rousseur sérieux, comme s'il disait « Faisons une nouvelle maison. » La question la prit au dépourvu. « Tu veux dire avec Marcus ?» Tommy, en piquant la terre avec un bâton, dit « Kyle dit que son beau-père les a fait déménager dans une nouvelle maison, mais nous, on doit rester ici, dans notre maison. » C'est exact, répondit Sarah prudemment, Marcus voulait faire partie de notre famille, de notre foyer. Elle regarda le profil de son fils, si ressemblant à celui de son père, son premier mari, Michael, décédé avant que Tommy ne puisse s'en souvenir. « Tu es content de ça ?» Marcus sait plein de choses, répondit Tommy sans vraiment répondre, il m'apprend à jouer aux échecs. Il hésita puis s'illumina, on peut faire la maison du crapaud ? Ils passèrent l'heure suivante à créer un petit abri avec des pierres et des plantes, Tommy bavardant de ses projets pour l'été pendant que Sarah écartait une inquiétude persistante au sujet de sa pensée inachevée. À cette heure, Tommy était sensible et parfois trop observateur pour son bien, comme l'avait prévenu le conseiller scolaire à propos des familles recomposées nécessitant du temps et de la patience. Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Tommy avec Captain, son pingouin chéri, Sarah s'assit sur la balançoire du porche en attendant Marcus. L'air nocturne était épais de l'odeur de ses roses et du son lointain des grillons. Son téléphone s'illumina d'un nouveau message, « Arrivé à la maison dans 20 minutes, j'espère que tu es encore réveillé. » Marcus arriva exactement 18 minutes plus tard, son costume encore impeccable malgré la longue journée de voyage. Il l'embrassa pour la saluer, son parfum se mêlant à l'odeur persistante du café d'aéroport. « Tu n'avais pas besoin de rester éveillé, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur la balançoire, « bien que je sois content que tu l'aies fait, la maison semble plus chaleureuse quand tu es la première chose que je vois. » Sarah se blottit contre lui, laissant le mouvement familier de la balançoire apaiser sa tension. « Comment est Seattle ?» demanda Marcus avec frustration. Il se trouve que la pratique du droit en petite ville n'a pas autant de poids auprès des types du monde des affaires, admit-il avec un rire tranchant, mais j'ai fait quelques contacts intéressants,
il pourrait y avoir des opportunités ici auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Oh, répondit Sarah d'un ton neutre. Ils avaient déjà eu cette conversation, celle des idées de Marcus sur l'expansion de sa pratique, peut-être en y intégrant des partenaires venant de la côte. Elle avait choisi Cedar Ridge pour sa simplicité, sa sécurité. Après avoir perdu Michael dans un accident de la route à Seattle, la prévisibilité tranquille de la vie en petite ville avait été pour elle un baume. « Je ne travaille pas autant », protesta Sarah. « Et Madame Henderson, la voisine, adore t'avoir avec lui, dit-il. Lui et Kyle sont comme des frères. » La main de Marcus se serra légèrement. « Tu es ma femme maintenant, Sarah. Ça me touche quand tu travailles ces longues heures, c'est comme si tu étais encore une mère célibataire. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air humide. Sarah se détacha légèrement, observant son profil sous la lumière du porche. « J'aime mon travail, Marcus. » « Nous avions convenu avant le mariage que rien ne changerait de ce côté-là, répliqua-t-il. « Les choses changent, Sarah. C'est ça le mariage, s'adapter, faire des compromis, dit-il en se redressant et en ajustant sa veste. Pense Y pour nous, pour notre famille. » À l'intérieur, elle entendit Tommy l'appeler dans son sommeil, une habitude récente. Marcus s'adoucit, « Je vais aller le vérifier, tu devrais te reposer, tu as l'air fatigué. » Sarah le regarda disparaître dans la maison, son contentement précédent remplacé par un malaise familier. Dernièrement, ces moments se faisaient de plus en plus fréquents, de petites suggestions ressemblant à des critiques, des rappels subtils de la façon dont leur vie devrait apparaître aux yeux des autres. Elle chercha son téléphone dans lequel se trouvaient ses récents appels, la plupart provenaient de Marcus qui prenait de ses nouvelles tout au long de la journée. Elle ne se rappelait plus la dernière fois où elle avait appelé ses vieilles amies de l'école d'infirmière ou même sa sœur Aboise. Le déclic s'installa lourdement en elle. La lumière du porche vacilla et Sarah leva les yeux pour voir Marcus la regarder par la fenêtre. Il lui sourit en lui faisant signe d'entrer. Elle lui sourit automatiquement, glissant son téléphone dans sa poche. Plus tard, allongée dans leur chambre assombrie, Sarah écouta la respiration régulière de Marcus et les murmures occasionnels de Tommy à travers le mur. Sur la table de nuit, l'écran de son téléphone s'illumina d'un message de l'hôpital, un rappel pour la réunion du personnel du lendemain. Elle se résigna à le mettre en sourdine pour ne pas réveiller Marcus. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix épaisse de sommeil. « Juste du travail ?» murmura-t-elle. « Retourne te rendormir » ajouta-t-il en resserrant son bras autour de sa taille. « Rappelle-toi ce dont nous avons parlé. » Sarah resta immobile jusqu'à ce que sa respiration se fasse plus profonde dans l'obscurité silencieuse. Elle pensa aux crapauds dans leur jardin, à la façon dont Tommy avait voulu le garder pour qu'il reste, certaines choses, lui avait-elle dit, devaient rester sauvages. Au loin, le sifflement d'un train perça la nuit, son son solitaire résonnant contre les montagnes qui encerclaient leur ville telle d'antiques gardiennes, ou alors, pensa-t-elle avec un frisson, comme des murs de prison. Tommy Barrett était assis, jambes croisées, sur le sol de sa classe. Captain, le pingouin, était soigneusement rangé dans son sac à dos à proximité. Mademoiselle Henderson leur avait demandé de dessiner leur famille aujourd'hui et son dessin était resté en grande partie vide, tandis que ses camarades remplissaient leurs pages de bonshommes allumettes et de sourires. « Ça va, Tommy ?» demanda Mademoiselle Henderson en se penchant à côté de lui, sa voix douce comme toujours lorsqu'elle lui parlait ces jours-ci. Elle sentait le chalk et la gomme à la cannelle qu'elle mâchait après le déjeuner. « Je n'arrive pas à faire ça correctement », marmonna-t-il en serrant son crayon bleu un peu plus fort. Il avait déjà commencé le dessin 3 fois, mais chaque tentative lui semblait erronée. Comment pouvait-il dessiner la façon dont sa maison se sentait différemment maintenant? Comment pouvait-il colorier le silence qui s'abattait quand Marcus rentrait à la maison? « Il n'y a pas de mauvaise manière de dessiner ta famille, » dit Mademoiselle Henderson. Mais Tommy savait que ce n'était pas vrai. La semaine précédente, il avait dessiné Marcus avec des angles vifs et des couleurs sombres, et le conseiller scolaire lui avait posé de nombreuses questions à ce sujet. Désormais, il savait mieux. « Puis-je dessiner Captain 2 ?» demanda-t-il à la place. « C'est sa famille, bien sûr que tu peux » répondit Mademoiselle Henderson en lui serrant doucement l'épaule. « Pourquoi ne pas commencer par lui ?» Tommy dessina soigneusement Captain en veillant à bien reproduire son bec tordu, que sa maman avait recousu 3 fois désormais, et à chaque fois, il était un peu différent, comme si Captain racontait un nouveau secret. À côté du pingouin, il se dessina lui-même, puis sa maman, avec sa tenue d'infirmière et le sourire qu'elle portait au petit déjeuner avant qu'il ne se fane. Il hésita avant de dessiner Marcus, le représentant comme grand, comme il l'était en réalité,
si grand que maman devait lever les yeux lorsqu'elle lui parlait, bien qu'elle n'ait jamais eu l'habitude de lever les yeux vers quelqu'un. C'est merveilleux, Tommy, dit mademoiselle Henderson. Mais il remarqua la manière dont ses yeux s'attardaient sur l'espace entre les figures, comment aucune ne tenait la main de l'autre comme dans ses anciens dessins. À la récréation, Tommy était assis avec Kyle sous leur arbre préféré, partageant les cookies que sa maman avait cuits la veille. Elle les avait faits après que Marcus se soit retiré dans son bureau pour passer des coups de fil, et la cuisine sentait comme avant, quand il n'y avait que tous les deux. « Tu veux venir après l'école » demanda Kyle, en brossant des miettes de cookies de sa chemise. « Maman dit que c'est respectueux, depuis quand tu demandais toujours la permission à ta maman, les choses sont différentes maintenant, » dit Tommy en sortant Captain de son sac à dos, redressant son bec tordu. « Marcus dit qu'il faut être une vraie famille, » ajouta-t-il. Kyle resta silencieux un moment, comme lorsqu'il se perdait dans ses pensées. « C'est pour ça que tu ne viens plus aux entraînements de baseball ?» Marcus dit que je devrais me concentrer sur les échecs, répondit Tommy, sans mentionner comment son dernier match d'échecs s'était terminé avec la voix de Marcus se raidissant à chaque erreur. Après, maman avait suggéré une pause dans les leçons. La cloche de la récréation sonna. En rentrant en classe, Tommy vit mademoiselle Henderson l'observer depuis la porte du terrain de jeu. Elle avait ce même air que maman affichait parfois, comme si elle tentait de résoudre une énigme sans retrouver toutes les pièces. De retour en classe, pendant que mademoiselle Henderson enseignait la multiplication, Tommy déchira délicatement un petit morceau de son dessin et le glissa dans la garniture de Captain, à travers une couture lâche. Il faisait cela dernièrement pour cacher de petites bribes de sa journée à l'intérieur de Captain, où elle serait en sécurité. Parfois, c'était de bonnes choses, comme le rire de maman au petit déjeuner ou quand Marcus lui apportait un nouveau livre, mais parfois, c'était d'autres choses, celles qui resserraient son estomac, comme le fait que le téléphone de maman disparaissait sans cesse alors qu'elle disait l'avoir simplement égaré, ou que le chien du voisin n'aboie plus après Marcus, pas depuis la nuit où Tommy avait entendu de fortes voix et un cri étouffé à travers le mur de sa chambre. Pendant l'heure d'art, Tommy peignit par-dessus son dessin familial avec de larges traits noirs, jusqu'à ce que mademoiselle Henderson lui prenne doucement son pinceau, lui disant « Parfois, quand on ne peut exprimer les choses par des mots, on peut le montrer d'une autre manière. Veux-tu emmener Captain pour le présenter à Monsieur Barnes ?» Tommy connaissait Monsieur Barnes, le conseiller scolaire avec l'aquarium et les balles anti-stress molles. Il a dit que Captain n'aime pas parler des choses, il dit qu'il se contente de les garder en sécurité, répondit Tommy. Après l'école, Tommy attendait à la porte d'entrée, serrant Captain bien fort. D'ordinaire, c'était maman qui venait le chercher les jeudis, mais Marcus avait commencé à venir à la place, disant que cela laissait à maman le temps de préparer de vrais dîners. Tommy regarda les autres enfants partir avec leurs parents, leur voix forte et joyeuse dans l'air d'automne. La voiture noire de Marcus arriva exactement à l'heure. « Champion, » dit-il alors que Tommy montait à l'arrière, « comment s'est passée l'école ?»« Bien, » répondit Tommy en bouclant sa ceinture, remarquant que Marcus la vérifiait dans le rétroviseur. « Qu'est-ce que c'est que ça sur tes mains ?» La voix de Marcus avait une pointe. Tommy baissa les yeux sur ses doigts tachés de peinture. « On a fait de l'art. »« Tu es trop grand pour ce genre de bazar, » répliqua Marcus en tournant dans leur rue. « Qu'est-ce que ta mère t'a mis dans ton déjeuner ? Tu as des miettes sur ta chemise aussi, des cookies, » murmura Tommy, se frottant frénétiquement la chemise, et un sandwich. Marcus resta silencieux un moment, et Tommy reconnut ce silence, c'était celui qui précédait la tempête. « Ta mère te gâte, » dit finalement Marcus d'un ton froid, « plus de cookies dans ton déjeuner, un garçon qui grandit a besoin d'une vraie nutrition. » Ce soir-là, après le dîner, Tommy les entendit dans la cuisine, la voix de Marcus basse et tendue, celle de maman à peine un murmure. Tommy serra Captain plus fort, pressant son visage contre le tissu usé qui sentait la maison, la sécurité et tous les secrets qu'il partageait. Quand maman vint le border, elle dit d'un sourire fatigué, « Tommy, tu sais que tu peux me tout dire, n'est-ce pas ? Si quelque chose te tracasse ?» Tommy pensa à son dessin, au morceau caché dans Captain, à la façon dont la main de Marcus avait saisi le bras de maman lors du dîner quand elle avait atteint le sel sans demander. « Je sais, maman, » dit-il, regardant un autre éclat de son sourire s'évanouir après son départ. Tommy serra Captain contre lui et murmura dans son bec tordu, « Nous devons être courageux maintenant, Captain, comme les pingouins dans le film, tu te souviens ? Ceux qui restaient unis pendant la tempête. » Dehors, le vent poussait contre la vitre, faisant gratter les branches de l'arbre contre la maison comme des ongles. Tommy serra sa couverture et fit semblant que les ombres sur son mur n'étaient que des nuages, et non ces formes sombres qui semblaient grossir chaque nuit dans leur ancien chez-soi lumineux.
La cafétéria du sous-sol de l'hôpital régional de Cedar Ridge était presque vide à 3 heures du matin, ses lumières fluorescentes projetant une lueur crue sur les rares travailleurs de nuit dispersés. Sarah Barrett était assise dans le coin le plus éloigné, son café intact, regardant la porte. Sa blouse d'infirmière portait encore l'odeur antiseptique du service pédiatrique, mais son service avait pris fin depuis 1 heure. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» Sarah leva les yeux pour voir Grace Martinez, l'une des infirmières des urgences avec qui elle avait travaillé pendant des années, mais à qui elle parlait rarement en dehors des transmissions. La femme plus âgée n'attendit pas de réponse, glissant dans le siège en face d'elle avec 2 tasses de café fraîches. « Les caméras n'atteignent pas ce coin », dit Grace doucement en poussant une tasse vers Sarah, « et le concierge, Joe, est bon pour nous prévenir si quelqu'un descend. » Les mains de Sarah se crispèrent autour de sa tasse. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » « Il y a 3 semaines, interrompit doucement Grace, tu es arrivé aux urgences avec Tommy en disant qu'il était tombé de son vélo. Le motif des contusions ne correspondait pas à l'histoire, mais tu n'as pas laissé le docteur Chin le consigner. » Elle leva la main alors que Sarah commençait à parler. « Ce ne sont pas les contusions de Tommy, ce sont les tiennes. » Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus d'elle alors que Sarah fixait son café. « Marcus ne ferait jamais de mal à Tommy, dit-elle finalement, il est HK très particulier en matière de discipline, mais il s'en prend à toi à la place. » La voix de Grace resta douce et posée. « Sarah, j'ai été à ta place. Un autre homme, dans une autre ville, même histoire. C'est pour ça que je fais ce travail maintenant. » Grace sortit ce qui ressemblait à une carte de visite pour un centre de fitness pour femmes locales. « Nous nous retrouvons mardi soir pour le cours de yoga. Il y a un réseau, Sarah, de femmes qui s'entraident. Certaines dans les forces de l'ordre, d'autres dans le secteur de la santé, ou simplement des survivantes. » Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle prenait la carte. « Je ne peux pas. Marcus contrôle mon téléphone, mes emails, il sait, c'est pour ça que nous faisons cela. » Grace produisit une autre carte, celle d'une hotline contre la violence domestique. « Mémorise ce numéro, puis détruis-le. Quand tu appelles, demande des consultations de bien-être, c'est comme ça que nous reconnaissons un danger. » Un bruit de chariot résonna au loin et Sarah redressa instinctivement son masque d'infirmière avant de le remettre en place. « Parle-moi de Tommy, » demanda Grace. À la place, le masque professionnel de Sarah se fissura légèrement. « Et, il a arrêté de manger, il est toujours sur ses gardes, comme s'il attendait que quelque chose explose. Sa professeure l'a appelé la semaine dernière à propos de ses dessins. »« Mademoiselle Henderson, » intervint Grace d'un signe de tête, « elle sait qu'il faut m'appeler quand elle voit les signes. » La révélation frappa Sarah comme un coup physique. Combien Dieu te surveillait, attendant que tu essaies de maintenir l'illusion d'une vie de famille parfaite. Marcus est avocat, murmura-t-elle, il connaît tout le monde en ville. Si j'essaie de partir, pas tout le monde. Pas tout le monde, corrigea Grace, et pas à Riverside non plus. Nous avons aussi des contacts là-bas. Elle sortit son téléphone pour montrer à Sarah une photo d'une maison modeste, une maison sûre, non déclarée. Quand tu seras prête. Sarah acquiesça automatiquement, puis se ravisa lorsque les yeux de Grace s'adoucirent. « Tu planifies déjà, n'est-ce pas? Je le vois dans la façon dont tu surveilles les portes, vérifie les sorties. La formation d'infirmière te sert, n'est-ce pas? » Sarah pensa aux petites sommes d'argent qu'elle détournait des courses, cachées dans un vieux nounours dans la chambre de Tommy, aux vêtements de rechange dans son casier au travail, à la manière dont elle avait commencé à enseigner à Tommy la sécurité, des amis, des personnes vers qui il pourrait courir si les choses se gâtent. « Je ne peux pas simplement disparaître, » dit-elle. « Marcus nous traquera, nous retrouvera. Il parle déjà d'installer des applications de suivi sur nos téléphones en prétextant que c'est pour la sécurité, c'est pour cela que nous ne disparaissons pas, nous nous préparons, » ajouta Grace en sortant un petit carnet. « Note tout, date, heure, témoins éventuels. Garde-le dans ton casier au travail, construis ton dossier discrètement, dit-elle. Sarah prit le carnet, ses doigts engourdis. « Comment savais-tu que j'avais besoin de ça ?» demanda-t-elle. « Les signes sont là, si tu sais quoi regarder. Regarde la façon dont tu vérifies constamment ton téléphone, comment tu as arrêté de déjeuner avec d'autres infirmières, le maquillage en trop que tu portes pour couvrir ce que la lumière banale de l'hôpital ne peut pas dissimuler, continua Grace d'une voix chargée d'années d'expérience. Mais, surtout, c'était Tommy. Il est venu aux urgences la semaine dernière, dit-elle, Mademoiselle Henderson a dit qu'il avait mal au ventre, mais en réalité, il voulait vérifier si tu allais bien. C'est un enfant intelligent, il essaie de te protéger.
L'idée que son fils de 7 ans porte un tel fardeau fit mal à la poitrine de Sarah. « Je l'ai laissé tomber, » murmura-t-elle, « j'ai échoué. » « Non, » dit fermement Grace, « tu es en train de survivre et maintenant tu planifies. Ce n'est pas un échec, c'est d'être la mère dont il a besoin. » Un bruit venant de l'escalier les fit tous deux se tendre. Grace changea de sujet avec aisance, sortant son téléphone. « Et voici mes petits-enfants, » dit-elle à voix haute, tandis que Joe, le concierge, faisait un signe subtil avant de se diriger vers l'autre bout de la cafétéria. Sarah suivit la conversation, faisant des commentaires appropriés sur les photos, alors que son esprit bouillonnait de nouvelles possibilités. Lorsque Grace se leva pour partir, elle pressa un dernier objet dans la main de Sarah, un casier avec la clé du casier 437 dans la salle de sport du personnel. Il est enregistré au nom d'un résident parti l'année dernière. Des vêtements propres, un téléphone prépayé, un peu d'argent au cas où tu devrais fuir avant que nous puissions tout organiser correctement, murmura-t-elle. Sarah glissa la clé dans sa poche, en sentant son poids tel un fil de vie. « Pourquoi m'aides-tu » Le sourire de Grace mêlait chaleur et acier. « Il y a 20 ans, quelqu'un m'a aidé, et maintenant nous nous aidons mutuellement. » Elle rassembla ses affaires, puis hésita. « Une dernière chose, ce pingouin en peluche que Tommy porte, c'est un endroit parfait pour cacher des notes ou de petits objets. Les jouets des enfants sont la dernière chose qu'il vérifie. » Après le départ de Grace, Sarah resta un long moment assise, regardant le ciel nocturne à travers les fines fenêtres du sous-sol. Son téléphone vibra, un message de Marcus demandant pourquoi elle n'était pas encore rentrée à la maison. Elle tapa rapidement une réponse à propos d'un dossier difficile, sachant qu'il le vérifierait plus tard avec l'infirmière responsable. En rassemblant ses affaires pour partir, Sarah aperçut son reflet dans la fenêtre sombre, derrière le maquillage soigné et le sourire de façade. Elle y vit quelque chose de nouveau dans ses yeux, une étincelle de combattante, celle qu'elle avait été avant Marcus, avant que sa confiance ne s'érode lentement. La femme qui s'était battue pour payer ses études d'infirmière en tant que mère célibataire, qui avait reconstruit sa vie après la perte de son premier mari. Cette femme n'était pas partie. Elle venait seulement d'attendre, de regarder, de planifier. Dans sa poche, la clé du casier 437 pressait contre sa cuisse comme une promesse. La chaleur de la fin août pressait contre les fenêtres de la maison-bar comme une force physique, mais à l'intérieur, la climatisation maintenait tout parfaitement régulé. Trop parfait, pensa Sarah, en regardant Marcus ajuster le thermostat pour la 3e fois ce matin. Comme tout dans leur vie ces derniers temps, la température devait être exactement selon ses spécifications. « Jennifer vient aujourd'hui », annonça Marcus en redressant sa cravate déjà droite dans le miroir du couloir. « Ma sœur a enfin décidé de nous honorer de sa présence. » Sarah leva les yeux alors qu'elle emballait soigneusement le déjeuner de Tommy, des portions mesurées avec soin, pas de cookies, exactement comme Marcus l'exigeait. « Je ne savais pas que tu avais une sœur, » dit-elle. « Il y a une raison à cela, » répliqua Marcus d'un ton tranchant qui fit se figer les mains de Sarah. « Il est difficile, il l'a toujours été, il aime provoquer des ennuis. » La sonnette retentit avant que Sarah ne puisse répondre. L'expression de Marcus se durcit tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Sur le porche se tenait une femme qui ressemblait étonnamment à Marcus, mais là où ses traits étaient maîtrisés, les siens paraissaient plus sauvages, plus vivants. « Jenny » dit Marcus d'un ton raide, toujours Marcus. « Je te vois, Jennifer » répondit-elle en se frayant un chemin dans la maison, ses yeux se posant sur Sarah qui s'adoucissait visiblement, empreinte d'une préoccupation sincère. « Tu dois être Sarah, je suis vraiment désolé d'avoir manqué le mariage, tu n'étais pas invitée » lança Marcus brusquement. « Non » répliqua Jennifer d'un air triste. À cet instant, Tommy choisit de sortir de sa chambre. Captain était toujours serré contre lui. Le visage de Jennifer s'illumina. « Ce doit être Tommy. J'adore ton pingouin, il s'appelle Captain, n'est-ce pas ?» Tommy murmura doucement, en regardant Marcus avant de répondre. « Parfait. »« Non parfait, » dit Jennifer en se penchant au niveau de Tommy. « Tu sais, quand Marcus avait ton âge, il avait un éléphant en peluche nommé Général et il n'allait nulle part sans lui. »« Jusqu'à ce que papa... » intervint Tommy. « Marcus, tu vas être en retard pour l'école, » rappela-t-il. « Madame Henderson t'attend, » ajouta Marcus. Après le départ de Tommy, un silence inconfortable s'installa dans le salon. Sarah s'affairait dans la cuisine, mais elle pouvait entendre leur voix résonner dans toute la maison. « Pourquoi es-tu vraiment là, Jenny ? N'est-ce pas le droit d'une sœur de venir voir son frère, de découvrir sa nouvelle famille après 15 ans de silence ?» Le rire de Jennifer ne contenait aucune once d'humour. «
C'est comme ça que tu l'appelles? J'ai essayé de tendre la main tellement de fois après que maman soit décédée, après ce que papa a fait, déclara-t-elle, sur un ton glacial. Ne parle pas de ça ici, dit Marcus d'une voix devenue glaciale. Ne te ris pas de ça, ajouta Jennifer. Tu es en train de redevenir comme lui, dit Marcus. Je le vois encore se reproduire, le contrôle, l'isolement. Un bruit de verre se brisant fit sursauter Sarah. Tu ne sais rien de ma vie, dit Marcus d'un ton terriblement calme, je ne suis rien comme lui, je protège ma famille comme papa nous protégeait. La voix de Jennifer se brisa, c'est ce que tu appelles protection? Sarah entendit du mouvement, puis Jennifer apparut dans l'encadrement de la cuisine, le visage rougi mais les yeux clairs et déterminés. Sarah, dit-elle doucement, as-tu une minute, toute seule? Elle ne le fait pas, répondit Marcus de derrière elle. Sarah doit se préparer pour le travail, répliqua-t-elle. En fait, força Sarah, mon service ne commence pas avant 1 heure. L'expression de Marcus ne changea pas, mais Sarah sentit la température chuter dans la pièce. Jennifer sortit quelque chose de son sac, une carte de visite. Mon numéro, dit-elle en le tendant, au cas où tu aurais besoin de parler de quoi que ce soit. Marcus arracha la carte de sa main avant que Sarah ne puisse la saisir. Ma femme n'a pas besoin de ton ingérence, Jenny. Je pense qu'il est temps que tu partes, tu ne peux tout contrôler, dit Marcus. Jennifer, répliqua-t-elle, mais regarde Sarah, la vérité finit toujours par éclater, tout comme avec papa. Après son départ, Sarah se retrouva seule, submergée par la complexité de cette soirée. Marcus se tenait à la fenêtre, regardant sa voiture disparaître dans la rue. Sarah resta parfaitement immobile, sentant la tension se déployer en vagues sur lui. Elle ment, hein, dit-il finalement. Quoi qu'elle essaie de te dire, c'est toujours une menteuse. Qu'est-il arrivé avec ton père? Demanda Sarah, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Marcus se retourna, pendant un instant, Sarah vit dans ses yeux quelque chose qui la fit reculer, puis cela disparut, remplacé par son expression contrôlée habituelle. Notre père était un homme faible qui ne pouvait pas assumer ses responsabilités, dit-il. J'ai appris de ses erreurs. Je sais comment protéger ce qui m'appartient. Le pronom possessif resta en suspens entre eux. Sarah pensa au carnet caché dans son casier au travail, rempli de dates, d'heures et d'incidents soigneusement documentés, pensa au réseau de Grèce, à la clé du casier 437, à l'avertissement de Jennifer. Je devrais me préparer pour aller au travail, dit-elle à propos de cela. Marcus se rapprocha alors, son parfum envahissant la petite cuisine. J'ai pensé. L'hôpital te profitait, te faisant faire ses longues gardes. J'ai parlé au docteur Richardson pour réduire tes heures. Sarah, mon cœur s'est arrêté. C'est pour le mieux, Sarah. Tommy a plus besoin de sa mère à la maison et j'ai besoin de tenir sa main. Attrapa-t-il doucement mais fermement son poignet. J'ai besoin de savoir où tu es pour te garder en sécurité. Le reste de la journée se déroula dans un flou. Au travail, Sarah fit semblant, son esprit en ébullition. Pendant sa pause, elle descendit au casier 437, ajoutant la visite de Jennifer à sa documentation qui s'accumulait sur une page séparée. Elle écrivit le nom de Jennifer et ce qu'elle avait dit à propos de leur père, à propos de l'histoire qui se répète, tandis qu'un souvenir surgissait, la voix de Tommy datant de quelques semaines. Capitaine garde des secrets, maman. Comme quand Marcus avait cassé ton téléphone quand tu avais parlé trop longtemps avec tante Lisa. La tempête montait, Sarah pouvait la sentir dans l'air, dans la manière dont le contrôle de Marcus se resserrait jour après jour, dans la peur grandissante dans les yeux de Tommy. Bientôt, tout allait se briser, elle priait seulement qu'il soit prêt quand cela arriverait. Le matin se leva gris et froid, chose inhabituelle pour un début de septembre dans le Montana. Sarah se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant le vent plier les rosiers qu'elle avait plantés dans ce qui lui semblait appartenir à une autre vie derrière elle. Tommy brassait son petit déjeuner dans son assiette. « Capitaine, » dit Marcus en se penchant prudemment sur la chaise à côté de lui, « mange, ma chérie. Tu as besoin de ta force. » Ils se tendirent tous deux au son de pas dans l'escalier. Marcus apparut dans l'encadrement, déjà vêtu pour le tribunal. Ses yeux parcoururent la cuisine, notant chaque détail comme à leur habitude. « Tommy ne mange pas encore, » dit-il d'une voix portant cette tonalité dangereuse que Sarah avait appris à craindre, après tout ce que nous avons discuté au sujet d'une nutrition adéquate. « Je n'ai pas faim, » murmura Tommy, puis se recroquevilla immédiatement, comme pour disparaître. Marcus se dirigea vers la table, posant ses mains sur les épaules de Tommy. Sarah vit son fils devenir complètement immobile, tel un petit animal sentant la présence d'un prédateur.
Les garçons doivent manger, dit Marcus, poussant l'assiette un peu plus près. Chaque bouchée, Tommy, je veille. Sarah détourna le regard, ses mains tremblant tandis qu'elle faisait semblant de faire la vaisselle. Le seul bruit était le frottement de la fourchette de Tommy contre l'assiette, ponctué par ses déglutitions occasionnelles. Bon garçon, dit Marcus enfin. Maintenant, va te préparer pour l'école et Tommy, laisse le pingouin à la maison aujourd'hui, tu es trop grand pour les jouets. Les yeux de Tommy rencontrèrent ceux de Sarah, la panique clairement inscrite sur son visage. Ils savaient tous les deux ce qui se cachait à l'intérieur de Capitaine. Des semaines de petites notes documentant chaque incident, chaque échymose, chaque dispute tard dans la nuit, toute leur affaire soigneusement rangée dans le rembourrage d'un jouet pour enfants. Mais Tommy commence maintenant, ajouta Marcus, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Sarah séchait ses mains, forçant sa voix à rester stable. Je vais l'aider à se préparer. Elle tendit la main à Tommy qui serra fermement Capitaine alors qu'il montait les escaliers. Dans la chambre de Tommy, Sarah ferma la porte et s'agenouilla devant son fils. « Écoute-moi très attentivement, » murmura-t-elle, consciente de la présence de Marcus en bas. « Mets Capitaine dans ton sac à dos, sous tes livres. Si quelque chose se passe aujourd'hui, si quelque chose te fait peur, cours vers l'officier Mitchell ou Madame Henderson. Souviens-toi de notre mot de passe. » Tommy hocha la tête, sa lèvre inférieure tremblante. « Pingouin, murmura-t-il. « C'est bien, répondit-elle. Si tu entends ce mot ou si tu as peur, cours. Ne te retourne pas, n'attends pas, cours. » Elle le serra contre elle avec véhémence, sentant son petit cœur battre à toute allure contre sa poitrine. Le téléphone de Marcus sonna en bas, les faisant tous les deux sursauter. Sa voix monta, aiguë et chargée de colère. « Que veux-tu dire par l'affaire est transférée ? J'ai bâti cette affaire de rien. » Les mains de Sarah s'activèrent, vérifiant Capitaine une dernière fois. Le rembourrage était légèrement grumeleux à l'endroit où sa documentation était cachée, mais ce n'était pas perceptible à moins de savoir ou regarder. « Sarah, la voix de Marcus monta dans l'escalier, où est mon chargeur de téléphone dans ton bureau ?» appela-t-il, sa voix remarquablement calme, mais Marcus commençait déjà à monter les marches, ses pas lourds de détermination. Sarah poussa doucement Tommy vers son placard. « Habille-toi, chérie, aussi vite que tu peux. » Elle rencontra Marcus dans le couloir, refermant la porte de Tommy derrière elle. « Tout va bien ? J'ai entendu quelque chose à propos d'une affaire, » dit-il, sa main jaillissant pour saisir son bras. « Mon téléphone de secours, celui que je garde dans le bureau ? Où est-il ? » Ne me mens pas, la voix de Marcus devint un murmure brutal. Jennifer disait que j'étais instable, qu'il devrait revoir mes dossiers, et soudain, mon téléphone de secours, celui contenant tous mes fichiers clients, a disparu. L'esprit de Sarah s'emballait. Le téléphone était dans son casier au travail, avec tout ce qu'elle avait documenté. Elle l'avait pris il y a 3 jours, après avoir découvert ses enregistrements de ses conversations privées. « Je ne l'ai pas vu, » dit-elle, sa voix vacillante. Marcus serra son emprise. « Tu mens, comme génie, toujours mentir, toujours comploter. » L'autre main se porta à sa gorge, sans serrer, simplement posée là. « Promets-moi. De quoi d'autre as-tu menti, Sarah ? » « Maman. » La voix de Tommy se fit entendre, petite et apeurée, « Reste dans ta chambre, Tommy. » Sarah appela d'une voix plus haute, « Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Elle le vit dans les yeux de Marcus, le dernier fil de contrôle se rompant. Il la poussa contre le mur, ses mains toujours sur sa gorge. « Le téléphone, » dit-il doucement. « Maintenant. » « Marcus, s'il te plaît. » Tommy pouvait entendre le téléphone. Marcus frappa violemment le mur à côté de sa tête. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. La porte de Tommy s'ouvrit. Il se tenait là, dans ses vêtements dépareillés pour l'école. Capitaine serré contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. « Pingouin. »« Sarah. » chuchota Tommy. Marcus tourna la tête, alerté par les pas de Tommy dans l'escalier. Dans ce moment de distraction, Sarah leva son genou avec force, exactement comme elle s'était entraînée dans le sous-sol de l'hôpital avec Grace. Marcus chancela et Sarah se précipita vers la chambre de Tommy, claquant et verrouillant la porte. Elle entendit le rugissement de colère de Marcus, suivi du bruit de verre brisé en bas. La fenêtre de Tommy, face à la cour, avait-elle réussi à sortir ? Fuyait-il, comme il l'avait pratiqué ? Le poing de Marcus frappa la porte de Tommy. « Ouvre cette porte, Sarah, tout de suite. » Sarah recula vers la fenêtre, son entraînement d'infirmière prenant le dessus, évalue la situation, planifie ta fuite.
Elle entendait Marcus se jeter contre la porte, qui grinçait sous la pression, puis au loin, elle entendit une sirène. Tommy avait réussi. Il avait trouvé de l'aide. La porte s'ébrissa. Tommy Barrett courait comme jamais auparavant, ses pieds en chaussettes claquant sur le trottoir froid. Capitaine, qui rebondissait contre sa poitrine à chaque foulée, restait derrière lui. Il pouvait entendre des fracas venant de l'intérieur de la maison, mais il ne se retourna pas. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête, « Ne te retourne pas, n'attends pas, cours ». L'air du matin mordait ses poumons alors qu'il filait devant M. Peterson qui arrosait sa pelouse, devant la maison des Miller où le vieux Golden Retriever avait commencé à aboyer, en passant par le coin où il attendait habituellement le bus scolaire. Sa poitrine brûlait, mais il ne pouvait pas s'arrêter, ne voulait pas s'arrêter. Il vit la voiture de police avant de voir l'officier Mitchell garé à son endroit habituel près de la place de la ville. L'officier sortait à peine, une tasse de café à la main, quand le cri de Tommy perça le silence du matin. « S'il vous plaît, il va tuer ma mère ». David Mitchell laissa tomber son café, la tasse se brisant sur le trottoir alors qu'il attrapait l'enfant en fuite. Le corps tout entier de Tommy tremblait sous des sanglots, ses doigts blanchis serrant le pingouin en peluche. Marcus réussit à balbutier Tommy, il lui fait mal. L'entraînement de David entra immédiatement en action. Ici Mitchell, intervention d'urgence à 12h42 sur Maple Drive, violence domestique en cours dans la chambre de Tommy. Sarah se pressa contre le mur alors que la porte céda avec un dernier craquement. Marcus se tenait dans l'encadrement, son apparence impeccable brisée, sa cravate pendante, ses jointures ensanglantées là où il avait fracassé quelque chose en bas. « Tu as retourné ma sœur contre moi » dit-il d'une voix étrangement calme. « Tu complotes, n'est-ce pas? Comme mère, comme fils, vous êtes tous les deux sournois, menteurs. » La main de Sarah trouva la batte de baseball de Tommy derrière sa commode. « Marcus, s'il te plaît, parlons-en, » dit-il en riant d'un son qui n'était en rien comme son habituel rire contrôlé, comme quand tu parles à Jenny, comme si tu parlais à quelqu'un à l'hôpital. « Oh oui, je sais pour tes petites réunions. Je sais tout, » dit-il en faisant un pas en avant, et Sarah leva la batte. « Recule, tu es exactement comme elle, ma mère, toujours à penser qu'elle pourrait partir, nous emmener ailleurs. » « Mais non, personne ne part, Sarah, personne, » lança-t-il. Par la fenêtre, entendit Sarah, alors qu'elle percevait les sirènes au loin. Marcus les entendit aussi, son visage se tordant. « Tu as planifié ça, » grogna-t-il en se jetant en avant. Sarah balança la batte, mais il la lui arracha des mains et la jeta de côté. Ses mains se portèrent à sa gorge, cette fois, il serra. « Tu penses pouvoir détruire tout ce que j'ai bâti » grogna-t-il. « Tu penses pouvoir retourner ma propre sœur contre moi, prendre mon fils ?» Des taches noires dansaient au bord de la vision de Sarah, sa formation médicale cataloguant ses dernières secondes de conscience dans une compression clinique due à l'hypoxie. Mais au-delà de ces pensées cliniques, une autre voix se faisait entendre. Tommy est sorti. Tommy est en sécurité. Le bruit du verre brisé fut à peine perçu par son esprit qui s'éteignait, puis soudain la pression sur sa gorge se relâcha tandis que Marcus était maîtrisé derrière, des policiers hurlant « Lâchez-la ». Sarah s'effondra sur le sol, haletante, les yeux embués de larmes. Elle vit l'officier Mitchell qui maîtrisait Marcus au sol, d'autres policiers entrant dans la chambre. Quelqu'un était agenouillé à côté d'elle, une femme policière qu'elle reconnut vaguement. « Sarah, m'entends-tu? Les ambulanciers arrivent, dit-elle. »« Tommy, réussit-elle à articuler, où est Tommy? » « Il est en sécurité, il est avec Sarah Collins à la boulangerie, » dit l'officier, sa voix toujours rauque. Un soulagement l'envahit alors que les cris de Marcus résonnaient dans le couloir où les policiers le retenaient. « Elle ment, » disait-il, « elle retourne tout le monde contre moi. » Sarah dit cela à la policière qui se plaça entre Sarah et la porte, bloquant Marcus de sa vue. « Laissez-moi vous faire descendre, » dit-elle. « Pouvez-vous marcher ?» Alors qu'elle l'aidait, Sarah aperçut Marcus emmené en menottes, encore en train de crier, son apparence impeccable remplacée par quelque chose de brut et terrifiant, la vérité qui avait toujours rôdé sous la surface. « Attends, » murmura Sarah, sa voix étranglée, « Capitaine, Tommy. Nous avons besoin de lui. » L'officier Rodriguez, la plaque d'identité rouge, retrouva le pingouin en peluche là où Tommy l'avait laissé lors de sa fuite. « Ce petit » dit Sarah en prenant le jouet usé, les mains tremblantes, une preuve qu'elle avait réussi à conserver. Dans les yeux de Rodriguez, la compréhension se fit rapidement, et elle scella Capitaine dans un sac à preuves, le manipulant avec le soin réservé habituellement aux témoignages cruciaux.
La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres brisées tandis qu'elles aidaient Sarah à descendre. Elle ne reconnaissait presque plus sa propre maison, verres brisés partout, tableaux arrachés des murs, la façade parfaite détruite pour révéler la violence qui se cachait derrière. Dehors, les voisins s'étaient rassemblés derrière le ruban de police, leur chuchotement choqué se propageant dans l'air froid du matin. Sarah vit Madame Henderson tenant le sac à dos de Tommy, des larmes coulant sur son visage. Grace de l'hôpital était également là, parlant doucement avec une autre policière. Les ambulanciers guidèrent Sarah jusqu'à l'ambulance, mais elle ne pouvait détacher ses yeux de la boulangerie au bout de la rue, où elle savait que Tommy était en sécurité, protégé. « Officier » dit-elle d'une voix encore rauque. Mitchell se détourna de sa conversation avec un autre policier. « Merci » murmura-t-elle, pour lui avoir cru. Le visage de David Mitchell s'adoucit en se souvenant d'un autre enfant, d'un autre deuil, d'un autre appel à l'aide. « Merci de lui avoir appris à courir » dit-il simplement, tandis que les portes de l'ambulance se refermaient. Sarah aperçut une dernière fois ces rosiers le long de la clôture, leurs pétales rouges éparpillés sur la pelouse comme des gouttes de sang sous le soleil du matin. Les murs de prison parfaits s'étaient effondrés, et à leur place, elle ressentait autre chose qui montait, le premier souffle de liberté, douloureux et doux à la fois, comme l'aube naissante. Le service pédiatrique du Cedar Ridge Regional Hospital était habituellement rempli des cris et rires d'enfants, du bruit grinçant de 4 fauteuils roulants décorés de dessins animés, mais dans la chambre privée où Sarah Barrett était assise, le seul son était le bip régulier des moniteurs et le bruissement doux des crayons de Tommy sur le papier. Il ne l'avait pas quitté depuis qu'il l'avait laissé entrer, traînant une chaise jusqu'à son lit et plaçant Capitaine soigneusement entre eux. Les ecchymoses sur la gorge de Sarah avaient viré au violet profond, mais Tommy ne sursautait plus en les regardant. Au contraire, il dessinait dessin après dessin, le soleil, des montagnes, leur maison avec les rosiers à l'avant, mais sans personne. « C'est beau, chérie » murmura Sarah, la voix encore écorchée. Les médecins disaient que les dommages à sa gorge guériraient avec le temps, comme tout le reste. Un coup frappé à la porte les fit sursauter, mais ce n'était que Grace portant 2 tasses de chocolat chaud, une livraison spéciale. « Tiens » dit-elle en tendant une tasse à Tommy avec des guimauves en plus, exactement comme tu l'avais demandé. Tommy prit la tasse prudemment, ses yeux fuyant la porte avant de se poser à nouveau sur sa chaise. Ils avaient établi une routine pendant ces 3 derniers jours. Ils vérifiaient chaque entrée, chaque nouvelle personne, tandis que Sarah faisait semblant de ne rien remarquer. L'officier Mitchell était dehors. Grace dit doucement, voyant leur anxiété tacite et celle de Rodriguez, il ne laisse personne entrer sans autorisation. Sarah hocha la tête en touchant le bouton d'appel fixé à sa blouse d'hôpital. On lui avait remis 3 téléphones, un pour les urgences médicales, un pour la sécurité et un qui se connectait directement au poste de police, au cas où Madame Henderson déposerait quelque chose. Grace continua en posant une pile de cartes de prompt rétablissement sur la table de chevet. La classe de Tommy en avait fabriqué, et le docteur Richardson appela de nouveau. « Ton emploi est assuré dès que tu seras prête à revenir », disait-il. Le même docteur Richardson, qui avait accepté de réduire ses heures à la demande de Marcus, se pliait maintenant en 4 pour répondre à ses besoins. Sarah ne savait pas trop quoi penser de cela. Un autre coup à la porte se fit entendre, et cette fois, c'était Amy des services aux victimes, portant un dossier épais. « Désolée de vous interrompre, dit-elle, mais nous avons quelques mises à jour. Tommy, chérie, voudrais-tu aller prendre un goûter avec Mademoiselle Grace ?» Le crayon de Tommy s'arrêta de bouger. « Je veux rester avec maman. »« Ça va, mon trésor » rassura Sarah. « Je suis en sécurité ici, et Capitaine peut rester avec moi. » Après un long moment, Tommy hocha la tête. Il arrangea soigneusement Capitaine sur le lit de Sarah, chuchotant quelque chose avec son bec de travers, avant de prendre la main de Grace et de partir. Amy s'assit dans la chaise vide de Tommy. « Le bureau du procureur examine les preuves de Capitaine, » dit-elle, combinées au témoignage de Jennifer Reynolds sur leur père et à la documentation que tu as gardée au travail. « Sarah, » dit-elle, « il ne sortira pas de là de sitôt. » Sarah ferma les yeux, sentant des larmes couler sur ses joues. « A-t-il dit quelque chose ?»« Il continue d'affirmer que tu as conspiré contre lui avec ta sœur, » répondit Amy. « Mais Jennifer a apporté des dossiers, des évaluations psychiatriques de leur père, des rapports de police datant de notre enfance. Le schéma est clair. » Amy se pencha. « Tu as tout fait correctement, Sarah. Tu as protégé Tommy, tu as rassemblé des preuves, tu lui as appris quoi faire. J'aurais dû partir plus tôt, tu es parti exactement au bon moment et tu n'as pas sauvé seulement toi-même, mais aussi Tommy.
Jennifer nous a dit que Marcus commençait à manifester les mêmes comportements escaladants que leur père, que leur mère était morte dans des circonstances suspectes quand nous étions adolescents. Tu as peut-être empêché l'histoire de se répéter. Sarah regarda Capitaine, pensant à tous les secrets cachés dans son rembourrage, à tous les petits morceaux de preuves que Tommy l'avait aidé à sauver sans même s'en rendre compte. Et maintenant, demanda-t-elle, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, vous guérissez tous les deux, dit Amy en ouvrant son dossier. Nous avons un logement prêt à Riverside pour ta sortie, un nouveau départ avec des services de soutien pour toi et Tommy. L'hôpital organise un transfert, et il y a une pédopsychiatre spécialisée dans le traumatisme, le Dr Rivera. Elle est excellente avec les enfants de l'âge de Tommy. La porte s'ouvrit à nouveau, et Tommy réapparut, comme s'il avait senti qu'on parlait de lui. Il grimpa sur le lit de Sarah, faisant attention à ses 4 lignes, et se recroquevilla contre elle. « Tu as bien pris ton goûter ?» demanda Sarah en caressant ses cheveux. Tommy hocha la tête. « Mademoiselle Grace m'a montré les bébés dans la salle de nourrisson. Ils sont vraiment petits. Tu étais aussi petit, autrefois, dit Sarah, se rappelant la naissance de Tommy et sa promesse de toujours le protéger. La voix de Tommy hésita, « On va déménager ?» Sarah croisa le regard d'Amy par-dessus la tête de Tommy. « Ce serait bien, un nouveau départ juste pour nous deux. Est-ce que Capitaine peut venir ?»« Bien sûr, Capitaine peut venir, répondit Amy. Ta famille, Tommy, dit-elle doucement. Tommy resta silencieux un instant, se demandant si Marcus nous trouverait. Non, mon chéri, dit Sarah d'une voix ferme malgré son écorchure, Marcus part pour longtemps, et nous aurons plein de monde pour nous protéger. À cet instant, l'officier Mitchell apparut dans l'encadrement de la porte pour faire sa ronde. Il offrit à Tommy un sourire chaleureux et un pouce levé. Regarde ces policiers, dit Sarah, ce sont nos anges gardiens désormais, et dans notre nouvelle maison, nous aurons de nouveaux anges, en plus de tous nos amis ici, Madame Henderson, Grace, le docteur Richardson. Ils font tous partie de notre équipe. Tommy ramassa Capitaine, redressant son bec de travers comme un pingouin essayant de se mettre en ordre. Comme dans ce film, lorsqu'il faisait froid, tous les pingouins se blottissaient ensemble pour se réchauffer. Sarah le serra contre elle, faisant attention à ses ecchymoses. Exactement comme ça, mon chéri, exactement comme ça. Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, les montagnes du Montana se dressaient, gardiennes du ciel d'automne, leurs sommets effleurés par les premières neiges. Sarah pensa à ces rosiers encore en fleurs devant la maison, devenue au fil du temps une scène de crime. Quelqu'un s'en chargerait, peut-être une autre famille qui ferait de cette maison un véritable foyer. Mais pour l'instant, dans cette pièce tranquille, avec son fils dans ses bras et un pingouin en peluche veillant sur eux, Sarah ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, la paix. Ils avaient survécu à la tempête, et comme les pingouins du film de Tommy, ils ne l'avaient pas fait seuls. L'hiver arriva tôt à Riverside, Montana, peignant la petite ville en nuances de blanc et de gris. Sarah Barrett se tenait à la fenêtre de leur nouvel appartement, regardant Tommy construire un bonhomme de neige avec Kyle Henderson dans la cour en contrebas. Madame Henderson les avait suivis à Riverside, occupant un poste d'enseignante à l'école primaire locale. Certains liens, avait-elle dit, sont faits pour rester forts. Et Tommy riait davantage. Le docteur Rivera observa depuis sa petite table de cuisine lors de leur séance hebdomadaire. Nos séances sont devenues autant une occasion de partager un thé que de partager nos progrès. Les cauchemars se font moins fréquents. C'est vrai, acquiesça Sarah en touchant sa gorge où les ecchymoses s'étaient estompées en ombre jaune, mais il vérifie encore toutes les portes et fenêtres avant d'aller se coucher, tout comme toi, observa la thérapeute doucement. Sarah ne niait pas, et regarda Tommy montrer à Kyle comment positionner Capitaine, toujours avec son bec de travers, mais désormais coiffé d'un petit foulard tricoté à la main. La procureure a appelé ce matin, dit Amy, Marcus a conclu un accord plaidant coupable, 20 ans, sans possibilité de libération anticipée. Le témoignage de Jennifer sur leur père l'a scellé. Qu'en penses-tu ? demanda Sarah, se rappelant la dernière fois qu'elle avait vu Marcus au tribunal, sa façade parfaite s'étant fissurée pour révéler la rage en dessous. Il l'avait fixée du regard pendant tout son témoignage, mais elle n'avait pas fléchi. La petite main de Tommy dans la sienne lui avait donné la force, le soulagement. Enfin, dit-elle, non pas tant pour Marcus que pour ce petit garçon qui avait perdu son éléphant en peluche, celui qui aurait pu être différent si quelqu'un avait arrêté son père plus tôt. Le docteur Rivera hocha la tête. Et comment vont les choses dans le nouvel hôpital ? Sarah sourit en pensant à son service pédiatrique aux fresques colorées et au personnel dévoué. Ça va, vraiment bien. Le docteur Chin est un mentor excellent,
et le programme de formation sur la réponse à la violence domestique prend forme. Elle avait commencé à élaborer le programme 3 mois après leur déménagement, travaillant avec Grace et d'autres survivants pour former le personnel médical à repérer les signes de maltraitance. Certains schémas, disait-elle à sa première classe, ne sont visibles que si l'on sait où regarder. Un éclat de rire la ramena à la réalité. Tommy venait de lancer une boule de neige parfaite sur l'épaule de Kyle, et les deux garçons se livraient à une bataille de neige avec enthousiasme. Il se fait des amis à l'école, dit Sarah. Son professeur d'art dit qu'il utilise désormais plus de couleurs, pas seulement le noir et le gris, et hier, il a demandé si nous pouvions avoir un chien. C'est un progrès significatif, il prend racine, se sent assez en sécurité pour désirer quelque chose de permanent. Le docteur Rivera nota cela dans son carnet. Et toi, Sarah? Tu prends racine? Sarah pensa à la petite jardinière qu'elle avait construite sur leur balcon, attendant le printemps, au cours d'infirmière qu'elle avait commencé au collège communautaire, au groupe de soutien qu'elle dirigeait tous les mardis soirs. J'essaie, dit-elle. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. La semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un au supermarché avec une voix semblable à celle de Marcus, le même ton, la même façon de parler, et je n'ai pas pu respirer pendant 1 minute, mais j'ai tenu le coup grâce aux exercices de respiration de Grace. Et Tommy, il a juste pris ma main et a commencé à me parler de son projet de science, comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin. Le docteur Rivera sourit. Vous êtes devenus très attentifs aux besoins l'un de l'autre, c'est sain. Tant que Tommy sait qu'il n'a plus besoin d'être le protecteur, nous en parlons lors de ses séances avec toi. Oui, répondit Sarah, il apprend qu'il est normal d'être un enfant, de laisser les adultes gérer les choses. Dehors, la neige tombait plus fort, mais Tommy et Kyle ne montraient aucun signe de vouloir rentrer. Sarah les regarda reconstruire leur bonhomme de neige, travaillant ensemble pour le rendre plus solide. Cette fois, les rosiers refleurissent, dit-elle soudainement, des rosiers en décembre. Sarah sourit en désignant un petit pot sur le rebord de la fenêtre, où un rosier miniature arborait un seul bouton rouge. Grace m'a apporté une bouture de l'ancienne maison, dit-elle, quelque chose sur la nouvelle croissance à partir de racines solides. Le docteur Rivera posa sa tasse de thé. Sarah, quand tu es venue à Riverside, tu m'avais dit que tu te sentais comme une mère, une infirmière, une personne qui avait échoué. Comment te sens-tu maintenant? Sarah regarda Tommy aider Kyle à se relever après une chute dans la neige, les deux garçons riant. Elle pensa à son jardin qui grandissait, à son travail à l'hôpital, aux femmes de son groupe de soutien qui l'appelaient désormais pour des conseils, et à Capitaine, fier, perché en haut de leur bonhomme de neige recourbé, veillant désormais sans avoir à garder de secret. Je me sens, dit-elle lentement, comme si je refleurissais enfin. Un coup à la porte les fit se retourner, mais il n'y avait plus de tension, plus de peur. C'était simplement l'officier Rodriguez qui passait avec quelques papiers du bureau du procureur, et probablement une boîte du chocolat chaud préféré de Tommy. Entrez, appela Sarah d'une voix forte et claire. Le printemps arriva tard à Riverside, se manifestant par des éclats de couleurs qui transformèrent la petite ville du Montana du jour au lendemain. Un samedi matin ensoleillé d'avril, Sarah Barrett se tenait dans le parking du centre communautaire, regardant les familles arriver pour ce que la banderole appelait « Journée des jeunes survivants », bien que la plupart des enfants ne la connaissent que comme une fête foraine. « Maman, on a besoin de plus de maquillage pour le visage », cria Tommy depuis son stand où il aidait les plus petits à décorer leurs peluches. Depuis tout le matin, Capitaine était assis fièrement sur la table à côté de lui, arborant à la fois son bec de travers et une nouvelle cape de super-héros que Tommy avait confectionnée en cours d'art. Sarah observa son fils expliquer avec soin son design à une petite fille assise seule près du stand de maquillage, tenant une poupée usée, arrivée au refuge la semaine précédente, avec des échymoses encore fraîches. « Es-tu sûre, chérie? Capitaine est très spécial pour toi, dit-elle. Tommy hocha solennellement la tête. Elle a besoin de lui plus que moi maintenant. Eh bien, dit Sarah, il est doué pour garder les secrets jusqu'à ce qu'il soit temps de les révéler. Il hésita un moment. Je n'ai plus de secrets, dit-il. Sarah s'agenouilla et le serra dans ses bras, et par-dessus son épaule, elle aperçut Lucie, son petit visage empli de désir. Allez, murmura Sarah, montre-lui comment lui parler. Elle observa Tommy s'approcher de Lucie avec précaution, exactement comme le docteur Rivera lui avait appris à se comporter avec les animaux effrayés. Il tendit Capitaine vers elle, lui montrant comment caresser le tissu usé, comment chuchoter avec son bec de travers. En cercle, Grace murmura, essuyant une larme, c'est un cycle complet. Au milieu, l'ambiance était joyeuse.
L'événement battait son plein, l'officier Rodriguez et Mitchell préparaient des hot-dogs, le parfum promettant l'été. Madame Henderson avait formé un cercle de chant avec les plus petits, et Jennifer expliquait à un groupe de mères comment fabriquer des balles anti-stress avec des ballons et du riz. Sarah sentit une main tirer sur sa manche. Lucy se tenait là, tenant fermement Capitaine contre sa poitrine, tandis que Tommy se plaçait protecteur à proximité. « Merci, Lucy », dit-elle. C'était la première fois que Lucy parlait depuis son arrivée au refuge. « Capitaine est un bon ami », expliqua Sarah. « Il nous a aidés à retrouver le chemin de la maison. » Lucy paraissait confuse. « Mais tu es déjà à la maison », dit Sarah en regardant autour du centre communautaire. Grace organisait la table de nourriture, l'officier Mitchell enseignait aux enfants les voitures de police, et le docteur Rivera animait une séance d'art-thérapie. Elle regarda Tommy, qui n'était plus l'enfant terrifié fuyant sur Cedar Street, mais un garçon fort et compatissant qui avait appris que survivre signifiait plus que rester en vie. « Oui », dit-elle en souriant à travers ses larmes, « nous le sommes. » Plus tard ce soir, en rentrant ensemble alors que le crépuscule s'installait, Tommy glissa sa main dans celle de Sarah. « Tu penses que Lucy ira bien ?» demanda-t-il. Sarah pensa à Capitaine, maintenant veillant sur un nouvel enfant, gardant de nouveaux secrets jusqu'à ce qu'ils puissent être en sécurité révélés. Elle pensa au réseau de survivants et de soutien qui s'était renforcé au fil des saisons. « Elle ira bien », dit-elle avec certitude. « Nous irons tous bien. » Les étoiles du Montana apparurent une à une, brillantes et constantes dans le ciel qui s'assombrissait, et au loin, le sifflet d'un train résonnait contre les montagnes. Ce n'était plus un son solitaire, mais le rappel de voyages achevés et de nouveaux commencements. Ils avaient traversé la tempête, l'obscurité, les longues saisons de guérison, et si leur histoire pouvait aider un autre enfant à trouver sa voie, une autre mère à retrouver sa force, alors chaque pas de leur chemin en valait la peine. Tommy serra sa main. « Cours », dit-il. Sarah éclata d'un rire libre et sincère. « Aurait été impossible il y a un an. Prêt quand tu le es, bébé ?» Ils couraient ensemble à travers le crépuscule printanier, leurs ombres s'étendant derrière eux comme des souvenirs, leurs pas les portant vers tout ce que demain pourrait apporter.